Alors, le thème qu'on m'a demandé et que j'ai pris avec plaisir était les obstacles à cette alliance thérapeutique. Et puis, dans un deuxième temps, les considérations éthiques autour d'un programme d'éducation thérapeutique. Je vais souvent parler de programme d'éducation thérapeutique parce que je ne sais pas ce que je pourrais mettre derrière le P. Est-ce que le P, c'est professionnel ou patient? Je pense que c'est les deux. Parce que pour les deux, parfois, ça peut être compliqué de rentrer dans un programme d'éducation thérapeutique. Alors, comme vous l'a dit Aurélien, je suis représentante des usagers à l'assistance publique, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que je vous présente aujourd'hui, et c'est beaucoup plus dans ma casquette de patiente partenaire du pôle en éducation thérapeutique et de patiente enseignante à Paris 13 que je vais aujourd'hui vous faire cette présentation. Alors, dans les obstacles qu'il y a à l'alliance thérapeutique, ce n'est pas exhaustif et je suis sûre que dans la discussion, on en trouvera plein d'autres. J'ai tenu d'abord à parler du langage, la compréhension du parler soignant. Docteur, j'ai mal à la tête. Et le médecin dit « Ah, il a des céphalées, il a des migraines, qu'est-ce qu'il a ?» Docteur, je me sens essoufflée. Est-ce que c'est une BPCO? Est-ce qu'il ne fait pas une pneumopathie? Moi, je ne connais pas ces termes. Et puis, un médecin qui me dit, vous avez des troubles psychosomatiques. Ah, vous pensez que tout ça, c'est dans ma tête, en fait, que j'ai rien? Vous savez, c'est l'infirmière qui rentre dans une chambre d'hôpital et qui vous dit, je vous donne ça, hein, c'est Péros. Ouais, oui, j'ai des os. Ben non, en fait, faut l'avaler. Ça te dérange de dire c'est à avaler? Pour être compris, il faut partager le langage. Alors, on avait fait une étude et on s'était aperçu qu'en fait, ce langage médical, c'est aussi une forme de protection que peuvent avoir le professionnel. Ça lui permet de se comprendre avec ses collègues. On est une corporation, on partage les mêmes études, les mêmes connaissances. Et puis, on s'aperçoit aujourd'hui que quand on dit qu'on veut faire du patient un acteur, du patient un partenaire, du patient ce que vous voulez, il faut juste que le scénario il soit écrit en langue compréhensible. Sinon, en face de vous, vous aurez quelqu'un qui, ne comprenant pas, ne participera pas à l'élaboration que vous pouvez avoir avec lui. Prenons un exemple, une super machine de nouvelle radiothérapie à l'hôpital Tenon. Et puis, on explique au patient comment la machine fonctionne, les effets indésirables qu'il aura, mais on insiste lourdement sur comment la machine fonctionne, comment on va le marquer, comment on va identifier la zone à irradier. Ce monsieur est un ingénieur à la retraite et à la fin de la présentation, c'est une recherche qu'on est en train de faire actuellement, à la fin de la présentation de 10 minutes du radiothérapeute qui est vraiment hyper compétente, qui est persuadée d'avoir expliqué tout bien. En plus, elle parle à quelqu'un qui comprend, il est ingénieur. Et à la fin, l'ingénieur lui dit, au bout des 10 minutes, et ça marche comment le traitement? Donc, on avait fait une étude avec la Fédération hospitalière française et à la fin de mon PowerPoint, qui est totalement à votre disposition, vous avez le lien pour pouvoir aller voir cette étude. J'ai juste pointé un élément qui était dans le dialogue entre le professionnel de santé, qu'il soit libéral ou hospitalier, et la personne vivant avec une maladie. On s'apercevait que pour 75% des patients et des médecins libéraux, ils considéraient que la consultation qu'ils avaient permettait aux patients de comprendre à quelques pourcents près, à 2% près, c'était à peu près le même niveau pour l'un. Et inversement, quand il était question des praticiens hospitaliers, on s'apercevait que 48% des praticiens hospitaliers estimaient qu'en fait, en face, le patient, il n'avait rien compris. Mais quand je dis ça, la question d'après, c'est je ne me remets pas en question, il n'a pas compris.
Voilà, il n'a pas compris, il est un petit peu bête, il n'a pas compris. Dans le deuxième obstacle que je vois dans l'alliance thérapeutique, c'est le déni du savoir des patients. Ça vient un petit peu en confrontation, en parallèle avec le langage. C'est très compliqué, pendant des siècles, d'avoir été un sachant qui donnait son savoir et qui disait aux patients « c'est comme ça qu'il faut faire ». Oui, docteur, vous avez raison, docteur. Au revoir, docteur. Et puis, aujourd'hui, nous, on a envie quand même, et parce que les maladies chroniques le provoquent indirectement, d'être beaucoup plus interactifs, de jouer ensemble, parfois en étant des adversaires, parfois en étant des partenaires, mais de jouer ensemble une partie. Et à partir de cette difficulté-là, on s'aperçoit que chacun de nous acquiert au-delà de son savoir professionnel des savoirs qui sont inhérents à notre vie, à la façon que nous avons de nous mélanger dans un milieu social ou de vivre avec une maladie. Et donc, vous avez le professionnel de santé qui a des savoirs académiques qu'il a appris dans les livres, un savoir d'expérience, parce qu'il rencontre des personnes qui vivent avec la maladie et donc il finit par entendre aussi un certain nombre de choses qui parfois peuvent être en contradiction avec ce qu'il a appris. Et c'est dans ce moment-là qu'il peut avoir une difficulté à se saisir de ce qu'il entend de la part du patient pour pouvoir améliorer, recritiquer au sens... ou discriminer au sens philosophique du terme, le savoir qu'il a. Puis inversement, je vais retourner aussi la balle dans mon camp, c'est pas parce que je vis depuis 30 ans avec une maladie chronique que je suis au fait de tout concernant ma maladie. On dit patient expert, c'est un mot que j'aime pas trop. Mais bon, admettons, patient expert, mais je suis expert de ma propre connaissance et de mon propre vécu. Et pour transformer ce propre vécu en vécu ou en savoir collectif, il faut entamer une démarche de réflexion avec un groupe qui vit avec la même maladie que moi et aussi avec des professionnels qui accompagnent des patients vivant avec la maladie que moi pour pouvoir créer ce qu'on appelle des savoirs situés qui vont être des savoirs beaucoup plus collectifs et beaucoup plus généraux et qui ne partiront pas du simple témoignage de ce que je suis au travers de ma maladie ou avec ma maladie. Et donc, naturellement, dans cette rencontre-là, dans la rencontre du savoir académique et du savoir d'expérience, eh bien, l'éducation thérapeutique a une place prédominante pour pouvoir justement partager ses connaissances, partager la façon de vivre avec la maladie et ensuite de pouvoir construire un langage qui peut à certains moments nous être commun. C'est une façon d'apprendre à vivre avec. Je ne suis pas le rein de la 126, je ne suis pas le foie de la 14, je suis Marie Citrini, je vis avec une insuffisance rénale, je vis avec une insuffisance hépatique, je vis avec une BPCO, mais je vis avec. C'est parfois mon ennemi, c'est parfois mon ami, mais je vis avec. Et je ne suis pas la maladie. Et puis, certains professionnels aussi ont cette tendance à penser, comme je vous le disais pour les patients, j'ai tellement l'habitude de soigner des personnes qui souffrent de cette maladie-là qu'en fait, je sais exactement ce qu'il leur faut. C'est le faire pour et pas le faire avec. Alors, ça peut être encore un écueil qui peut se rencontrer, mais je vous dis à chaque fois, là j'ai un peu ciblé les professionnels parce que je sais qu'ils m'adorent, mais ça vaut aussi pour les patients, se croire au-dessus de tout et ne pas apprendre des autres
professionnel inclus, ce qui peut faire évoluer le discours sur la maladie, eh bien, c'est aussi une erreur. Et certaines fois, on a tendance à penser que notre parole vaut or et qu'on parle au nom de tous. Ben non, on ne parle pas obligatoirement au nom de tous, mais par contre, on construit un discours qui peut se rapprocher le plus de quelque chose de plus partagé. Et puis, naturellement, l'interdisciplinarité a tendance à mettre en confrontation parfois des compétences différentes. Et on ne sait pas trop, dans les programmes d'éducation thérapeutique, on a une coordinatrice ou un coordinateur du programme, on a tel médecin, on a telle infirmière, on a tel kiné, on a tel ergothérapeute, telle diététicienne, on a tous les métiers possibles et inimaginables autour de la personne bénéficiaire du programme d'éducation thérapeutique. Et puis, au sein de cette équipe, il peut y avoir des difficultés à reconnaître le savoir, à reconnaître l'expertise que peut avoir l'autre professionnel qui est aux côtés de l'équipe. Et alors, vous imaginez bien, quand en plus on y colle un patient partenaire ou une association, là ça devient le wall again, qui est quoi, d'où on parle et comment ça fonctionne. Mais je pense que c'est un écueil qui s'amenuise de plus en plus, mais qui a tendance aujourd'hui encore à exister un peu. Et puis, le troisième thème que je vois comme étant une difficulté ou un obstacle pour l'alliance thérapeutique, ça va être la temporalité. Aujourd'hui, on a 15 millions de Français qui vivent avec une maladie chronique. Sur ces 15 millions, il y a aussi, sur les autres, il y a aussi 10 minutes. Il y a aussi des personnes qui ne savent pas qu'elles vivent avec une maladie chronique et qui, au moment où elles vont le savoir, vont découvrir. Donc, sur ces 15 millions de personnes, je pense qu'on est un certain nombre ici et que vous en rencontrez. On n'est pas 15 millions d'invalides dans le sens « je ne peux plus rien faire de ma vie ». La plupart du temps, on travaille, la plupart du temps, on a des activités. Et alors, pour nous soigner, il faudrait qu'on soit totalement open à tous les horaires possibles et inimaginables, entre 9h du matin et 17h, et aller raconter à votre patron que de 14h à 16h, vous ne pouvez pas être là parce que vous avez un atelier d'éducation thérapeutique. Un, vous n'êtes pas obligé de dire à votre patron que vous êtes malade. Et deux, c'est parfois un peu compliqué. Et donc, on constate que c'est souvent toujours autour du même type de patient que se déploient les programmes d'éducation thérapeutique. Il y a aussi à prendre en compte dans l'analyse que l'on fait d'un programme, l'analyse sociétale, en tout cas les critères sociaux dans lesquels la personne évolue. Et puis je voudrais souligner assez fortement le rôle des associations de patients et le rôle aussi, parce que les associations de patients, c'est une association qui va permettre de créer des savoirs collectifs autour d'une pathologie et qui va aussi permettre de faciliter, en tout cas la plupart du temps, le rapport avec les équipes soignantes pour pouvoir envisager une réponse la plus plausible possible. Et quand j'ai mis sur cette slide qu'il était question d'une réponse administrative, à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, il y a 275 programmes d'éducation thérapeutique enregistrés auprès de l'Agence régionale de santé et seuls 2% sont avec des patients partenaires. Or, sur le dossier à remplir, en tout cas sur l'ancien modèle, il fallait mettre le nom d'une association et il y avait une page entière consacrée à l'association et aux patients partenaires. Et donc, la question qui m'est venue était de savoir si ça n'était pas effectivement juste une formulation administrative, puisqu'il n'y en a que 2%. Alors, pour aller un petit peu, je vais accélérer un tout petit peu.
Après, cette liste, elle n'est pas exhaustive et je suis sûre que dans nos discussions, on identifiera d'autres obstacles à cette alliance thérapeutique. Dans la partie qui va nous intéresser maintenant sur les considérations éthiques à prendre, la première chose, c'est que trop fréquemment, on a tendance à penser que l'éthique est une réponse. Or, l'éthique ne peut pas être une réponse. L'éthique est un questionnement collectif, un questionnement qui doit donner aussi la place à la personne malade, aux patients, et avec les professionnels de santé de toute profession. Il n'y a pas, c'est pas l'éthique médicale, non, c'est l'éthique du soin. Et dans l'éthique du soin, tous les acteurs autour de la personne peuvent intervenir. Je me suis appuyée naturellement, pour ceux qui connaissent, sur les principes bioéthiques de Beauchamp et Children, qui posent 4 éléments qui vont vous interpeller tout de suite, parce que c'est exactement les 4 éléments qu'on trouve dans l'éducation thérapeutique. Le respect de l'autonomie, une personne autonome qui agit librement, en accord avec un projet qu'elle a elle-même choisi, et qu'elle peut choisir en partenariat, en accord avec le soutien des équipes soignantes. La non-malfaisance, qui affirme l'obligation de ne pas infliger du mal à autrui sciemment, et même essayer de trouver les meilleurs moyens pour éviter cela. La bienfaisance, qui est souvent scindée en deux parties, celle positive, qui requiert que la personne apporte des bienfaits, et celle d'utilité, qui requiert que la personne pèse les avantages et les inconvénients pour parvenir dans l'ensemble au meilleur résultat possible. On voit que ça, c'est des choses que normalement on doit se questionner ensemble autour des programmes d'éducation thérapeutique. Et puis la justice qui est ce qui est le plus équitable et le plus juste dans le traitement de la personne, à la lumière de ce qu'elle mérite ou de ce qui lui est dû. Vous voyez que c'est des choses qu'on re-questionne, on ne les pose peut-être pas de cette façon-là, mais on les re-questionne dans les programmes d'éducation thérapeutique. Dans les programmes d'éducation thérapeutique, ce que j'ai voulu souligner, c'est entre l'autonomie et la vulnérabilité. Je pense que c'est le premier écueil pour les soignants, et je pense que c'est le premier écueil aussi pour les patients partenaires qui peuvent accompagner. En médecine, il y a une tension qui existe entre le respect de l'autonomie des personnes et la protection de leur vulnérabilité. Il est autonome, d'accord, mais il est très fragile, il est très vulnérable. Et c'est pourquoi il arrive que le respect de l'autonomie et des choix de la personne malade soit une forte tension avec le devoir qu'un soignant a de soigner. Et c'est une vraie question, c'est comment, dans ce dilemme éthique, on va poser un certain nombre de freins à l'acte du soin pour respecter l'autonomie ou pas. Toutes les possibilités sont ouvertes. Le principal, c'est de pouvoir en discuter. Donc, il y a certains professionnels qui continuent à protéger les personnes vulnérables sur une information jugée trop exhaustive, qui pourrait les conduire à agir dans le meilleur intérêt étant l'intérêt médical. Et puis pour d'autres, au contraire, seule une information exhaustive rend les choix possibles et rend la personne autonome, et ça l'emporte sur le devoir de bienfaisance du médecin. Je ne vous dis pas que c'est ça qu'il faut faire, je vous pose les dilemmes tels que, dans un certain nombre de groupes, on a pu se les poser. L'information, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle n'arrive jamais sur un terrain vierge. On sait toujours quelque chose, et encore plus aujourd'hui. Google étant mon ami, je peux tout trouver sur lui. C'est ce fameux neurologue de l'hôpital Henri Mondor qui a pendant 15 minutes une consultation avec une personne et qui lui parle d'une CEP. Et il lui dit, la CEP, alors vous inquiétez pas, la CEP c'est ça, la CEP c'est ça, la CEP c'est ça. Elle est terrorisée parce qu'elle présuppose que c'est un truc super compliqué, et elle sort de la consultation, et en fait c'est dans la rue, en attendant son RER, qu'elle découvre que CEP, ça veut dire sclérose en plaques. Parce que pas une seule fois, le médecin n'a dit sclérose en plaques et ne lui a expliqué ce que c'était. Donc,
quand elle y est retournée, elle avait une foule de questions qu'elle avait été prendre sur tous les sites possibles et inimaginables d'Octissimo à l'association de la Ligue contre la sclérose en plaques. Et puis, c'est mettre à distance aussi un certain nombre de mécanismes de défense pour redonner aux patients un statut de personne en capacité et autonome. C'est ce qu'on appelle souvent le pas de côté. Ensuite, alors je vous la mets en entier, comme ça va aller beaucoup plus vite. Ensuite, on a l'information et l'autonomie. C'est un enjeu de justice. L'information, c'est difficile à délivrer. Est-ce que je dois tout dire? Est-ce que je dis juste une partie? Comment je fais? Est-ce qu'il va comprendre? Est-ce qu'il ne va pas comprendre? Est-ce que j'ai envie de lui dire? Moi, en tant que soignant, est-ce que j'ai envie de lui dire qu'on va galérer comme des malades pendant des années? J'ai peut-être pas envie de lui dire. Donc voilà, on essaye de voir comment on peut créer cette dynamique pour avoir une information et un consentement libre, éclairé et rationnel. À trop focaliser sur l'autonomie et ses conceptions, on risque de faire du consentement du malade la source de la légitimité des pratiques médicales. Il consent, donc je fais. Il consent pas, je fais pas. Et ça va venir heurter la bienfaisance ou la non-malfaisance dans les principes éthiques. Et pour autant, quand le patient consent, le consentement éclairé, oui, je suis d'accord, ça ne veut pas dire pour autant que la pratique qui lui est proposée est légitime. Et tout se rediscute autour de qu'est-ce que je fais pour le bien de mon patient, mais aussi en capacité d'entendre ce que lui a envie ou pas. Et à trop insister sur les évolutions et les capacités du malade à recevoir de l'information, on peut effectivement générer des inégalités sociales, partir du principe, c'est mon fameux ingénieur à la retraite de tout à l'heure, il est ingénieur, il va tout comprendre, je peux lui donner l'explication, elle est femme de ménage, je ne suis pas sûre qu'elle va comprendre, je ne vais pas lui donner. Et cette représentation sociale imaginaire qu'on a de la personne en face de soi peut avoir un enjeu très très fort sur l'information qui est donnée aux patients. Pardon. Hop, j'ai été plus vite, vous voyez, j'ai presque fini. Et donc, en dernier, les éléments qui vont venir aussi questionner un programme d'éducation thérapeutique ou un atelier d'éducation thérapeutique, ça va être la justice et l'autonomie. Il y a une vraie des difficultés à concevoir, à adapter une information aux capacités qu'a le groupe de bénéficiaires face à soi, aux capacités qu'a la personne aussi à les comprendre. Ça peut faire varier les pratiques parce qu'il faut mettre en concordance mon savoir en tant que professionnel de santé, les attentes que j'en ai, les attentes de la personne et aussi ce qu'elle est intrinsèquement dans sa vie de tous les jours. Et en cela, ça peut avoir parfois varier les pratiques et être un peu compliqué à mettre en place. Toutefois, dans ce raisonnement-là, moi j'ai constaté que la pandémie, si on doit en tirer quelque chose de positif, c'est que n'oublions pas que juin 2019, si vous parliez à un médecin de la visio, de quelque façon que ce soit, c'était « wow ». Google n'est pas mon ami, ils vont transformer les données, les machins, les trucs. Et d'un seul coup, parce que la pandémie était là et que pendant 2 ans, il fallait quand même pas... et tenter de garder quand même contact avec les personnes qu'on suivait dans son quotidien de soins, eh bien, on a utilisé la visio. Et ce qu'on a constaté, nous, au pôle de ressources en éducation thérapeutique, c'est que grâce à la visio, on est en capacité de faire des ateliers d'éducation thérapeutique collectifs à distance et qu'on touche des personnes qui en présentiel ne seraient pas venues et n'auraient pas été touchées. Et souvent, des personnes qui sont dans des fragilités, des vulnérabilités sociales, géographiques, économiques, qui leur permet, et qui ont des savoirs, et qui leur permet de venir confronter
avec les savoirs des autres, qui recrée du lien social, qui recrée une dynamique autour. Et la visio peut, dans certains cas, être un très bon outil, en tout cas pour promouvoir et pour accompagner des programmes d'éducation thérapeutique. Vous aurez dans le PowerPoint les différentes sources sur lesquelles je me suis appuyée, avec les liens où vous pouvez, sans aucune difficulté, j'ai contrôlé, les pages n'ont pas disparu, elles sont bien là. Et je vous remercie infiniment de votre attention.